Hello Lionel, comment tu vas? Salut Steve, bah écoute, ça va super bien et toi? Eh ben écoute, ça va, en ce 14 juillet. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir d'avoir un storyteller sur le podcast. Ben, je suis très content d'être là. Par contre, il fait très chaud. Donc Ouais, moi ça va, là, j'ai la clim. tu as une chance incroyable. Ouais, trop cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Lionel Clément. Pour te la faire courte, parce que j'ai un parcours, on va dire, j'ai un parcours qui a été professionnel, qui a été intense et atypique. J'ai surtout un gros parcours entrepreneurial. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le retail. Et puis ensuite, j'ai créé mon entreprise. Donc, j'ai été patron d'une agence de marketing spécialisée dans le storytelling. J'ai été aussi artisan. Aujourd'hui, j'ai rejoint l'équipe de Live Mentor. Donc, je suis plus entrepreneur. J'ai rejoint l'équipe de Live Mentor. Je suis copywriter et social media growth manager. Ok, ok, donc tu t'occupes vraiment de la partie plus social media, c'est-à-dire Insta, et c'est tous les Exactement. comptes, tous les contenus, c'est toi quoi. Exactement, oui. Et puis avec clairement l'objectif de mettre sur nos réseaux sociaux des stratégies d'acquisition. Ouais, ok, trop bien, trop bien. Et du coup, pourquoi le copywriting? Oh, alors comment est-ce que je me suis lancé dans le copywriting? Bah, alors, c'est pas récent. Il faut savoir qu'en fait, j'ai été formé au copywriting il y a un petit peu moins de 30 ans. Donc, Attends, tu mais t'as vois, quel âge là, Lionel? J'ai cru que t'avais et 32 moi ans, j'en ai, moi. non, moi j'en ai 48. Tu sais, je fais partie des ancêtres du web. Tu les portes bien, ça va. Et encore, quand je dis ça, je suis sûr que je vais me faire assassiner par plein de gens qui vont dire, mais non, 48 ans, c'est super jeune. Donc, en fait, moi, j'ai été formé à la base sur les bancs de la fac. Alors, je faisais des études de philo. Ok, Dans le cadre de mes études, il y avait des modules qui étaient optionnels et il y avait notamment un module qui était passionnant, qui était un module d'écriture persuasive. ok. Très clairement, tout ce que j'ai appris dans ce module à l'époque d'écriture persuasive, on parlait pas de copywriting à l'époque. Ouais. Donc tout ce que j'ai appris, et ben, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui en copywriting. J'ai appris les mêmes méthodes, etc. Très clairement, tu vois, ça date Ouais, ouais. de bien avant le digital. Bah, à l'époque, il y avait pas de web. Ça, il faut le savoir, hein. Moi, j'ai connu un monde sans digital. Mais ce type d'écriture, c'était quand même déjà super recherché par les entreprises. Ok. Moi, à l'époque, j'arrondissais un petit peu mes fins de mois. Tu sais, j'étais salarié, mais j'arrondissais un peu mes fins de mois en écrivant des argumentaires pour des commerciaux, notamment. Tu vois, notamment par exemple des argumentaires téléphoniques, des propositions commerciales et Ok. papier, ce genre de choses. Tu vois, Ouais. c'était hyper intéressant. Il y a 15 ans, à l'époque, je suis directeur d'une librairie en Bourgogne, donc tu vois, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, je suis directeur d'une librairie en Bourgogne et je bosse avec mon développeur. Donc, je suis déjà un petit peu dans le digital parce que je suis en train de bosser avec mon développeur sur la refonte de notre site internet. Et puis, à ce moment-là, j'ai un espèce d'éclair dans ma tête et je me dis, mais vraiment, ce que j'ai appris à l'époque en termes d'écriture persuasive, ce qu'on fait, puisque à l'époque, je réponds à des appels d'offres et donc à ce titre-là, j'écris et j'utilise des techniques de copywriting pour répondre à ces appels d'offres. Je me dis mais ce serait vachement sympa de travailler les pages de notre site internet avec ça et ce serait vraiment un plus. Et on le fait et puis effectivement, bah, on voit les ventes décoller, etc. Et ça c'est vraiment cool. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai quitté le salariat pour créer ma boîte, hein. Puis c'est là où je me suis dit bah en fait ma passion c'est l'écriture persuasive mais aussi le storytelling parce que ça a été une vraie aventure autour du storytelling, hein, mon entreprise à l'époque, mon agence de marketing. Et puis bah je décide d'en faire le cœur de mon expertise et c'est comme ça que je me suis lancé, on va dire vraiment dans le copywriting à l'époque. Ok. Non, mais c'est super intéressant. Comme quoi, l'école ne nous apprend pas forcément rien, hein, et que et c'est possible. Ah non non pas du tout, Ouais. hein. Non, bien sûr, mais Pas du c'est vrai qu'il tout. y a des. Après c'est comme tout.
Il faut prendre et garder des choses. Bien sûr. Et puis il y a des choses aussi, tu sais, à l'époque, moi j'avais quoi? Je devais avoir 20 ans. Ouais. Donc il y a des choses qui te percutent et puis d'autres qui te percutent pas, tu vois. Mais ça m'avait percuté parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant que je trouvais à l'époque hyper intéressant, dans le fait de se dire qu'avec simplement des mots, tu étais capable d'induire des actions chez les gens. Et ça, je trouvais, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé, même si à l'époque je comprenais pas tout, tu vois, Ouais. et j'en comprenais pas forcément toutes les implications. Mais ça m'a vraiment donné envie de creuser et de me dire, tiens, bah, euh, pour, pourquoi pas, en tout cas, en faire une compétence. À l'époque, j'imaginais pas d'en faire un métier. Je savais même pas qu'on pouvait en faire un métier, tu vois. Même s'il y Ouais. avait déjà des copywriters hyper connus aux États-Unis, mais à l'époque, moi, je pensais même pas en faire un métier. Mais au moins en faire une compétence que potentiellement j'allais pouvoir monnayer. Ok, ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le storytelling et quelle est ta définition à toi? Alors, moi, j'ai une situation. Enfin, on va dire, je vais te donner deux définitions. Bah, déjà, la définition au sens littéral, qu'est-ce que c'est? Parce que le storytelling, ça existe depuis toujours, en fait. En soi, le storytelling, c'est juste raconter des histoires. Et à ce titre-là, les gens qui font du storytelling, c'est pas des marketeurs. Les marketeurs, c'est vraiment des gens qui se sont mis dans le storytelling beaucoup beaucoup plus tard. À la base, c'est des écrivains, c'est des scénaristes, c'est des peintres, des sculpteurs, parce qu'un sculpteur, même si il sculpte du marbre ou du bois, ben, il raconte une histoire à travers ça. Et très clairement, c'est vraiment eux les premiers storytellers. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est eux aussi qui ont théorisé le storytelling. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de références très marketing quand on parle de storytelling, alors qu'en fait, à la base, le storytelling, ça a été théorisé par des écrivains, par des gens dont c'était le métier, en fait, de distraire et de donner du plaisir avec leurs histoires, tu Ok, vois. ouais, ouais. Euh, et puis ensuite, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, on va dire, a commencé à émerger un peu après-guerre. Donc là, on est tu vois, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Le storytelling, en fait, il s'est retrouvé un peu approprié par la publicité, tu vois, qui vraiment émergeait, notamment aux États-Unis dans l'après-guerre. Et à ce moment-là, les publicitaires se sont dit, tiens, peut-être que le fait de raconter des histoires, ça va être des outils hyper intéressants pour vendre. Il faut voir aussi qu'en parallèle, il y avait l'essor, par exemple, alors, le cinéma existait déjà, mais il y a eu vraiment une grosse industrialisation, par exemple, du cinéma. La télé aussi rentrait dans les foyers, Ouais. etc. Donc on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant d'utiliser les histoires pour vendre des produits. Et peut-être que en racontant des histoires autour d'un produit, bah, peut-être qu'on peut arriver à le vendre beaucoup plus facilement qu'en simplement mettant en avant ses caractéristiques. Ouais. Peut-être que on va arriver à être plus efficace. Et puis, bah, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que le storytelling est progressivement devenu une technique marketing. Ok, ok. Non, non, c'est super intéressant. Comme quoi les marketeurs ne reprennent que les choses qui existent déjà et l'adaptent un petit peu à leur sauce et derrière, ça te permet de vendre différemment, quoi. Oui, et puis à un moment, je pense que il fallait, nous, notre objectif en tant que marketeur, puisque de toute façon on est des marketeurs, Mm, nous, notre objectif c'est l'efficacité. bien sûr. Et au même titre que par exemple un scénariste, on utilise l'écrit, tu vois, l'écriture. Euh, Quel que soit le support qu'on va utiliser, tu sais qu'on fasse de la vidéo, ce que tu veux, à la base l'écriture, ça reste quand même notre premier outil, tu vois, de travail. Donc forcément, dans tous les outils en fait dans tous les outils en fait qu'on a à partir du moment où on écrit, dans des techniques qu'on peut mettre en place, ben il y a le storytelling par exemple, tu vois. Ouais, Et ben, nécessairement, on va forcément utiliser cet outil à un moment, bah, pour essayer de gagner en impact et ouais, de voir si en faisant ça, on arrive à gagner en efficacité. ouais. Ouais, puis le fait de raconter l'histoire d'un produit ou d'une marque, les gens adorent ça en fait, parce que ça fait des millions d'années, enfin des milliers d'années qu'on communique via des histoires, et en fait c'est dans notre cerveau quoi. Les histoires permettent de transmettre des émotions, et
que ce soit envers un produit ou un service ou une marque, ça facilite, ça peut aider en tous les cas à vendre un produit ou un service, quoi. Bon, après, c'est un petit peu plus subtil que ça. Globalement, je peux prendre beaucoup de plaisir à utiliser, par exemple, à ce qu'on me raconte, par exemple, l'histoire d'une marque, Ouais, ou qu'on me raconte l'histoire d'un produit, mais c'est pas forcément pour ça que je vais l'acheter. bien sûr, non, Tu bien sûr. vois? Après, ce qui va faire que je vais l'acheter, c'est que je vais me retrouver dans ce produit ou dans cette marque. Tu Tu vois, c'est que t'identifies, cette ouais, marque, elle va. Exactement. C'est que ouais, cette marque, elle va véhiculer des valeurs qui me ressemblent. C'est que je vais me retrouver aussi, tu sais, par exemple, je vais me dire, bah tiens, par exemple, ce produit, il est créé, par exemple, avec des matériaux qui me parlent, ouais, qui sont des matériaux que j'aime. Il va m'aider aussi à faire des choses qu'aujourd'hui je suis pas capable de faire, etc. ouais. Donc, on est plus, même si raconter l'histoire d'une marque ou d'un produit est intéressant, je pense qu'on est beaucoup plus dans le domaine de, finalement, en quoi est-ce qu'à un moment le produit ou la marque me permettent aussi moi de devenir quelqu'un de meilleur, tu vois, de me permettre à moi d'opérer une forme de transformation qui va faire que je vais devenir une meilleure version de moi-même. Et c'est plus ça qui va me permettre à un moment qui va me faire dire tiens, bah, j'ai envie d'acheter ce produit-là par exemple. Tu Ouais, vois? ouais, donc le storytelling, ça facilite vraiment l'identification entre une personne et la marque. Et c'est vrai qu'en t'identifiant, tu as beaucoup plus envie de faire confiance à quelqu'un ou à une marque que quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne te donne pas ses valeurs et sa façon de faire, en fait. Et Exactement. En fait, ce qu'on aime, c'est les histoires qui nous parlent qui nous parlent de bien sûr, nous-mêmes en fait. ouais, ouais, Qu'on aille voir un film ou qu'on regarde une publicité ou qu'on lise un email. Ce qu'on aime, c'est avant tout qu'on nous parle de nous. bien sûr. Et ce qui va nous convaincre finalement, c'est l'histoire dans laquelle on va le plus facilement se retrouver. Exact. Non, non, c'est clair. C'est super intéressant ce que tu dis. Et du coup, tu parlais d'email. Comment on peut utiliser le storytelling dans les emails pour qu'ils soient plus convaincants, pour que forcément les taux de conversion augmentent? Est-ce que toi, dans ta carrière très longue, t'as remarqué un peu des patterns ou comment tu utilises le Bah, storytelling dans les emails? on va dire qu'il y a trois manières d'utiliser le storytelling dans les emails. Première manière, et ça c'est on va dire la manière un petit peu plus, on va dire un petit peu classique, c'est de faire du storytelling le cœur de ton email. Donc en gros, tu vas raconter une histoire dans ton email, tu as une pièce de Ouais, contenu, tu vas raconter une histoire, tu vas utiliser ce qu'on appelle un story lead. ouais, Donc c'est-à-dire que tu vas raconter une histoire et cette histoire, elle va te servir de levier pour vendre par exemple le produit que tu cherches à amener dans ton email. Ok? attends, est-ce que tu Donc peux, est-ce que là, tu peux, est-ce que tu peux euh, expliquer pardon, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un story lead rapidement, s'il te plaît? ouais, bien sûr. En fait, c'est la manière dont on va démarrer notre email, tu vois, c'est-à-dire la manière dont on va accrocher l'attention de la personne à partir du moment où elle ouvre l'email. Et une des manières qu'on a pour le faire, alors il y a plein de manières de le faire, mais une des manières qu'on a, c'est tout simplement de commencer en racontant une histoire. Pourquoi? Ok. Parce que l'histoire, elle a cette vertu d'être très immersive. Vu qu'on aime particulièrement lire, écouter des histoires, on va plus facilement avoir tendance à lire un email qui démarre par une histoire qu'un email, par exemple, avec une grosse photo d'un produit et une grosse offre promotionnelle, tu vois. Merci Lionel. J'aime bien ce Donc, que tu dis, je suis absolument aligné avec toi. donc là, par exemple, très clairement, c'est une première méthode. On va raconter une histoire dans notre email et puis ensuite on va amener un produit, sachant que bah, pour le coup, notre produit, ça va être un petit peu la clé de l'histoire, tu vois, l'élément qui va permettre à notre héros, donc puisque dans une histoire, on va y venir, il y a forcément un héros. C'est l'élément, notre produit, qui va permettre à notre héros d'accomplir sa transformation. Deuxième méthode, qui est aussi assez intéressante, et ça c'est plus pour les emails, justement la deuxième partie d'email dont on parlait, c'est les grosses photos Ouais, avec des grosses offres, moins 50%, etc. Parce que même si on va se dire c'est pas des emails qui sont super jolis a priori, mais ils fonctionnent aussi. ouais, Donc c'est pas des typologies d'emails qui fonctionnent pas.
ils ont aussi leur intérêt, ces emails qui sont uniquement axés sur le produit. Tout simplement parce que dans ce qu'on appelle des séquences de nurturing, par exemple, dans des séquences d'emails où on va envoyer plusieurs emails, on peut par exemple avoir des emails qui vont être des emails un petit peu plus storytellés justement, et puis des emails très fortement promotionnels à des moments parce que c'est le moment de vendre justement. Ouais. Là, dans ces emails-là, tu vas pouvoir aussi utiliser le storytelling, mais pas forcément en fait en faisant vraiment le cœur de ton email, mais plus en l'utilisant par touche pour apporter des éléments de réassurance. Par exemple, je cherche à te vendre, admettons, tu vois. Cette gourde de trail, tu vois, cette gourde de trail, en soi, c'est un produit qui est très générique, mais je vais pouvoir t'expliquer, par exemple, que le plastique qui est utilisé, c'est un plastique, par exemple, je sais pas, qui est issu du recyclage, ou te dire que c'est un produit qui a été fabriqué en France. Où je vais pouvoir te dire, par exemple, te parler des valeurs sociétales de l'entreprise, etc. Ce qui fait que donc ça c'est une manière d'utiliser le storytelling qui, au-delà du simple produit, tu vois, je te mets juste la photo du produit avec une offre, ça va te permettre d'augmenter ce qu'on appelle la valeur perçue de ton produit, tu vois. Là où tu vas te dire à un moment, bon, ce produit il est intéressant, mais j'en ai pas nécessairement besoin tout de suite, etc. Ou j'hésite entre deux produits du même type, tu vois, parce que là par exemple je peux t'en montrer une deuxième d'une autre marque, tu vois. Donc je peux hésiter par exemple entre deux produits. Le fait de travailler des éléments de storytelling dans ton email, ça va te permettre de travailler justement, d'augmenter la valeur perçue de ton produit par rapport aux produits concurrents. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis ensuite, il y a une troisième manière de faire du storytelling que j'ai déjà évoqué, c'est de travailler ça au niveau d'une séquence d'emails. Donc là, on n'est plus du tout à l'échelle d'une seule pièce de contenu, mais on va utiliser par exemple 5, 6, 7, 8, 10 emails, tu vois, où dans chaque email, en fait, on va traiter un élément différent, par exemple, d'une histoire globale, tu vois. Par exemple, dans un email, on va parler, par exemple, de l'histoire de notre héros. Ouais. Et puis, dans un deuxième email, on va expliquer le problème qu'à un moment notre héros rencontre et pourquoi ce problème est devenu un moment terrible dans sa vie. Dans un troisième email, on va expliquer tous les problèmes qu'il a pu rencontrer. Par exemple, toutes les difficultés qu'il a pu avoir pour arriver à atteindre son objectif. Ouais. Comme ça, tu vois, on va arriver progressivement à créer une séquence comme un peu une série télé, tu vois, où on va avoir tous les éléments en fait d'une histoire, mais par contre, éléments d'une histoire qu'on va découvrir au fil de la réception des emails. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Parce que ça permet justement de pouvoir traiter des pièces de contenu très longues en les morcelant et en créant en même temps une forme de rendez-vous, une forme de régularité et donc une forme d'habitude auprès de la cible, auprès de la personne qui réceptionne l'email. On va pouvoir créer une forme d'habitude qui fait qu'à un moment, à la fin, on va arriver à déclencher un achat. Ouais. Ouais. Et puis du coup, ça te permet de traiter d'un même produit, par exemple, tu peux traiter du même produit sous différents angles, en fait. Tu vas parler comme tu disais, le jour où la personne s'est rendue compte qu'elle voulait créer ce produit, le mail d'après, l'avantage, le mail d'après, pourquoi il l'a fait, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire. Et en fait, tout ça, encore une fois, ça communique les valeurs, comme tu dis, et la personne qui reçoit l'email, elle se reconnaît, et c'est super, quoi. C'est pourquoi la personne devrait acheter la bouteille bleue plutôt que la bouteille rouge si elles se ressemblent. Et dans ce cas-là, tu peux faire du storytelling et tu expliques pourquoi la bouteille bleue, comme tu disais, elle est plus saine, pourquoi elle utilise elle contient des éléments
des éléments recyclés. Enfin, non, mais c'est super intéressant. C'est comment on appelle ça, le market sophistication aussi, non? Toi qui connais un peu tout ça. Ou alors là, tu me poses une colle. Si, Je ne sais pas. il me semble que c'est ça, ouais. Par contre, je peux te donner un autre exemple. Hein. Tu vois, pendant 2 ans, juste là, avant de rentrer chez Live Mentor, j'ai été artisan. Donc je fabriquais et je vendais des savons, tu vois. Donc donc à partir du moment où les gens s'inscrivaient à ma newsletter, puisque d'emblée quand j'ai démarré, j'ai commencé tout de suite. Tu sais, moi je démarre bêtement, hein, mais quand je crée une entreprise ou un projet, je suis quelqu'un de très bête et méchant. Avant même d'aller sur les réseaux sociaux, je démarre un blog et je démarre une newsletter. L'objectif c'est d'avoir un site internet bien référencé, d'avoir une newsletter avec du monde avant d'aller sur les réseaux sociaux. Okay, donc c'est un petit tips personnel que j'utilise, tu vois, ça te permet d'avoir des gens un peu captifs. Bref, quand les gens s'inscrivaient à ma newsletter, ils recevaient une séquence. Et donc cette séquence, c'était par exemple le premier email, je me présentais, puis j'expliquais un petit peu tout mon parcours. Ouais. Deuxième email, j'expliquais pourquoi à un moment j'ai décidé en fait de me lancer dans le savon. Donc j'expliquais, parce que c'est la vérité, que j'avais des problèmes de peau, ce genre de choses, tu vois. Attends, on va laisser passer... C'est bon. Ouais, donc... Tu veux que je reprenne où? Non, ouais, donc tu avais des problèmes de peau. Tu vois, j'expliquais par exemple que j'avais des problèmes de peau, etc. C'est la vérité, que le savon artisanal m'avait aidé. Troisième email, j'expliquais comment je m'étais formé à la savonnerie. Okay, tu vois, quatrième email, j'expliquais par exemple le déclic à un moment de me dire tiens, je vais en faire mon métier. Cinquième email, c'était comment j'ai choisi à un moment mes fournisseurs d'ingrédients. Trop cool. Tu vois, sixième email, c'est comment j'ai conçu mes formules. Trop bien. Tu vois, et avec quelle philosophie je les conçus. Ouais. Je continuais comme ça, et puis j'arrivais au, je crois, 8e ou 9e email, où là, tu recevais un email avec mes produits et une offre promotionnelle, tu vois, sur mes produits. Et j'avais un excellent taux de conversion, puisque pour le coup, j'étais pas loin de 5-6%, tu vois. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Donc, non, c'était, tu vois, au final, d'avoir créé cette séquence de nurturing, c'était super intéressant parce que ça me permettait. Et puis ensuite, à partir de là, les gens, une fois qu'ils avaient fini cette séquence, ils recevaient toutes les semaines encore des emails, etc. Donc c'était l'email a vraiment été pour moi le cœur de ma conversion. Hein. Okay. C'était tout le monde. J'étais très présent sur les réseaux sociaux. Mais pour te donner une idée, l'email devait représenter pas loin de 60-70% de mes ventes. Ensuite, il devait y avoir 10-15% qui étaient liés aux gens qui visitaient mon site internet, et le reste, c'était les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, typiquement, on était sur une conversion qui était là, hein, c'était un chiffre d'affaires, mais une conversion qui était très faible en fait. Par contre, l'intérêt pour moi des réseaux sociaux était de faire venir des gens pour les inscrire à ma newsletter et qui rentrent dans ma séquence de nurturing. Ouais, non mais carrément. Mais encore une fois, vu que tu as pris le temps de construire cette relation avec tes prospects, tu ne leur as pas mis, comme tu disais tout à l'heure, une immense image promotionnelle d'entrée. Tu as pris le temps d'expliquer pourquoi tu faisais ce que tu faisais, comment tu le faisais. Ça a permis aux gens de s'identifier à toi, à tes valeurs à tes valeurs. Et du coup, ensuite, tu dis, si vous voulez, j'ai un produit à vendre, si ça vous intéresse. Exactement. Tu as juste posé la question, est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Et voilà. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu as toujours cette séquence email? Oh là, non, là clairement, ça fait plus d'1 an, donc moi tous mes services, je les ai arrêtés, j'ai pas gardé. Non, j'ai pas gardé en fait, très clairement. J'ai changé de vie, mais pour le coup, elle était très intéressante. Ouais, non, c'est clair, j'aurais beaucoup aimé la lire, ça aurait pu être super cool. Est-ce qu'il y a des structures pour toi d'email qui fonctionnent mieux que les autres? C'est-à-dire, tu commences par un lead, après tu dis, structurellement parlant, est-ce que tu vois des patterns qui se dégagent ou
en tout cas, si on reste sur cette thématique du storytelling, hein, Ouais, puisque bien sûr. après des bons emails, on pourrait en parler pendant des heures sans jamais parler de storytelling. Bien sûr. Mais pour moi, déjà, la première chose, c'est qu'un bon email, c'est déjà un mail qui vend. Donc tu peux écrire le plus bel email du Bien sûr. monde, Ouais. si derrière ton email il produit pas de chiffre d'affaires, il est peut-être super beau à lire, mais ton email c'est une grosse daube. Ouais. Tu vois. Donc un email, c'est un email qui permet de d'atteindre un objectif, et un objectif donc qui est mesurable. Tu vois, si ton objectif est pas quantifiable, à un moment, il faut que tu sois capable d'évaluer la performance. Donc il faut que tu te donnes un critère de, tu sais, un KPI. Et puis ensuite, tu vois si ton email te permet d'atteindre ce KPI ou de le dépasser. Et là, tu peux dire oui, j'ai fait un bon email. Après, il y a quand même des éléments indispensables, on va dire, dans un email storytelling. Et, euh, et si t'as pas ces éléments, qui sont aussi des éléments qui sont importants dans une bonne histoire, bah ton histoire va pas fonctionner forcément. Premier élément, il faut que dans ton email, il y ait forcément un héros. Il faut qu'il y ait un héros qui soit central à l'histoire, tu vois. Et très souvent, ton héros, le meilleur héros qui soit, c'est ton client. Ouais. Alors tu peux tout à fait utiliser comme héros, par exemple, ton produit. Alors ça peut sembler bizarre d'avoir comme héros un produit, mais si tu prends une marque comme Michelin, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont à un moment personnifié leur produit, tu vois, avec leur bibendum Michelin. Mais ton produit, comme je te l'ai dit, il est fabriqué d'une certaine manière. Il y a tu vois, il y a un savoir-faire, il y a une vision du produit, il y a une technologie, etc. Donc ça veut dire que tu as des histoires potentiellement que tu peux raconter dans ton produit. Et puis tu peux aussi utiliser à un moment l'entrepreneur, tu vois. Toi en tant qu'entrepreneur, tu peux te raconter aussi dans ton email. Néanmoins, la meilleure histoire possible, ça restera toujours l'histoire de ton client. Ouais. Il faut qu'à un moment et c'est ça qui va être intéressant. Il faut que la personne elle puisse se projeter à un moment dans une histoire qui parle d'elle. Tu vois, les deux autres histoires, les deux autres héros qui seraient l'entrepreneur ou qui serait le produit, moi j'aime bien les utiliser en histoire de réassurance dans des emails justement très fortement promotionnels. Ouais. Ouais. Ensuite, dans une bonne histoire et donc dans ton email, il faut que ton héros il ait une mission à accomplir. Et ça, c'est ce qu'on appelle un job to be done. Tu vois, qu'est-ce qu'il doit faire? Enfin, surtout qu'est-ce que lui veut réaliser pour pouvoir devenir résoudre sa problématique et puis devenir une meilleure version de lui-même. Tu vois. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton produit, ça va vraiment être l'élément qui va lui permettre d'accomplir sa mission. Ouais. Alors ton produit, c'est jamais une fin en soi dans une histoire, tu vois. L'objectif, c'est pas sa finalité, c'est pas d'acheter ton produit. Sa finalité à lui, c'est de réaliser une mission, et pour ça, il doit acheter ton produit. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un petit élément important, c'est la place du produit dans ton histoire. C'est si on reprend un peu de jargon storytelling, ton produit, c'est ce qu'on appelle un adjuvant. Ok. Tu vois? Ouais. C'est quelque chose qui permet la transformation en fait. Qui va te permettre de surmonter des obstacles surtout. Ouais. Et ça, on y vient, c'est le troisième point, c'est qu'à un moment, quand tu lis une histoire, quand tu regardes une histoire, ce que tu aimes, c'est vraiment voir des héros qui souffrent. Et c'est terrible, mais plus ton héros il en chie, plus il galère, Ouais. plus sa vie elle est horrible, et plus t'aimes l'histoire. Ouais. Tu Plus vois, c'est si prenant, c'est trop quoi. Ouais. facile, mais c'est clair. Si c'est trop facile, c'est relou, c'est pas possible, tu vois. C'est cousu de fil blanc, tu vois. C'est Ça pour t'est ça. arrivé plein de fois, tu vois, d'aller voir des films et te dire ouais, tu repars, tu te dis c'était cousu de fil blanc. Bien sûr. Ouais. Ouais. Bah c'est que l'histoire elle était trop évidente, tu vois. C'est pour ça qu'une série comme Squid Game, l'autre, il souffre tout le long de la T'es série. C'est captivé. super prenant parce que tu te dis, oh le pauvre, tu t'imagines à sa place et du coup, ça te tient en haleine, quoi, tout simplement. C'est exactement ça, t'es captivé, et puis à chaque fois tu te dis mais comment il va faire pour s'en sortir? Ouais. Et t'as vu, il y a toujours des éléments extérieurs qui Ouais. viennent en fait pour l'aider, tu Mm. vois. Finalement lui-même, tu prends le héros de Squid Game, c'est pas du tout tu vois, il s'en sort pas avec des aptitudes extraordinaires, tu vois. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui vient de l'extérieur et qui à un moment l'aide à accomplir Ça la mission qu'il a ce jour-là,
Ouais, tu vois, ce pour jour-là, ouais. survivre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que le lendemain, faut recommencer. Enfin, peut-être pas le lendemain, mais en tout cas, il sait qu'à un moment, il pourra en rester qu'un, tu vois. Ouais. Très clairement, ce petit élément extérieur, c'est ça l'adjuvant, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Et c'est très clairement la place du produit. Il faut pas se substituer à la mission intrinsèque de ton héros. Et puis surtout, et ça on l'a dit, à la fin, il faut que ton héros, quel qu'il soit, il ait vécu une vraie transformation. Et pas simplement une transformation extérieure, tu vois, il faut pas simplement qu'il ait la gloire, les honneurs ou ce que tu veux. Il faut aussi qu'il ait vécu une vraie transformation intérieure. Il faut vraiment qu'il soit une meilleure version de lui-même. En gros, tout ça, il faut que ce soit un parcours initiatique au final. C'est vraiment si tu arrives vraiment à créer ce parcours initiatique à un moment dans ton email, et ben ton email il va être super intéressant Ouais. et il va avoir une meilleure conversion au final. Et ça, tu dis que ça s'adapte même aux produits physiques. Ah bah ouais, parce qu'un produit physique, ça va te permettre de faire plein de choses. Si je reprends mon exemple de la gourde de trail, une bonne gourde de trail, elle va te permettre quoi? Elle va te permettre de pouvoir t'hydrater correctement Ouais. pendant tout ton trail. Donc elle va surtout te permettre de pouvoir aller jusqu'au bout dans des bonnes conditions, parce que l'hydratation, c'est un élément important quand tu as 40, 50, 100 km, 150 km à faire. Tu vois, Ouais. l'hydratation c'est stratégique. Et puis surtout, elle va te permettre de pouvoir d'éviter de te trimballer des bidons, ce Exact. genre de choses. Donc ça va te permettre de pouvoir courir par exemple de manière très naturelle, sans avoir à te trimballer un matériel qui peut être plus handicapant qu'autre chose par exemple. Tu Ouais. vois. Donc ça veut dire que tu vas peut-être à la fin gagner en performance. Bien sûr. Tu vois? Ouais. Donc tu vas peut-être être un meilleur trailer que ce que tu étais à la base. Juste parce Grâce que à la gourde. grâce, oui, à la gourde, Ouais. et pourquoi pas à ton matériel en général, tu vois. Et c'est tout l'avantage de l'objet physique. C'est qu'en soi, il va te permettre d'optimiser ta performance. Alors, en fait, c'est assez marrant parce que finalement, à la fin, même avec le meilleur matériel du monde, tu sais, moi, je te parle de l'exemple du trail parce que je fais beaucoup de trail, mais je suis un très mauvais trailer. Tu vois, j'arrive au bout de toutes mes courses, mais je suis systématiquement, tu vois, dans les derniers, etc. Mais c'est pas grave, j'arrive au bout, tu Bien vois. sûr. Moi, tu me vois courir, je suis typiquement le bon client. Tu vois, j'ai le matériel dernier cri, Ah tu ouais. vois. Ah oui, non, moi, je suis une victime, tu vois. Tu vois, j'ai tu vois, les méga bâtons carbone, tu vois, le Ouais. truc de ouf. Le truc coûte bien Et cher et tout. je Ouais. fais, Ouais. oui, mais parce que quelque part, eh ben, ça me rassure. Tu vois, il y a ce côté, et là pour le coup, Aussi, je suis ouais. même moi victime de ces storytelling-là, c'est que ça me rassure dans le fait de me dire, je vais me sentir en meilleure sécurité et je sais que pour le coup, je vais plus me lâcher, même si Ouais. fondamentalement, et je sais que ma performance dépend surtout de mon entraînement, hein, ça dépend pas d'autre chose. Bien sûr. Non, non, je comprends. Mais c'est vrai, encore une fois, tu vends, en fait, tu vends pas un produit, tu vends une transformation gr- grâce au produit et le produit, pour que ce soit plus facile, ouais, plus facile à vendre, si je puis dire, le storytelling peut t'aider à faire ça, en fait. Exactement, exactement. Et c'est le principal intérêt, tu vois, du storytelling. Si tu dis à quelqu'un, par exemple, c'est cette superbe gourde en plastique, tu vois, d'un seul coup, c'est c'est- Ouais. c'est pas sûr que ce soit un argument De fort. Par contre, vente. si tu Ouais. montres une photo de quelqu'un qui euh, arrive tu sais, sort de la ligne d'arrivée, tu vois, et que tu expliques, tu vois, que pour le coup, tu vas pas la sentir, que je sais pas, ça va te maintenir ton liquide au frais, ce genre de choses. Ouais. Ouais. Tu vois, comme d'un seul coup, c'est plus le même discours, par exemple. C'est clair. Ouais, ça donne plus envie que d'acheter comme une gourde, voilà, qui sert juste à courir, enfin, à t'hydrater en course. Tu vas plus loin, quoi. Tu vas plus loin. Et, et, Oui. et du coup, pardon, quel type d'histoire pour toi les boîtes, enfin les marques par exemple e-commerce qui vendent des produits, elles peuvent raconter en fait sur leurs produits. Est-ce que tu pourrais en donner 5 types d'histoires? 5, mais Ou tu es 3? foufou. Allez, je t'en donne 5. Je t'en Allez, donne 5 vas-y. parce que je suis gentil. T'es vraiment Euh, sympa.
Oh, moi, je suis comme ça. Alors, le premier élément, et ça, c'est un élément qui est rarement utilisé, c'est de valoriser son savoir-faire. Ouais, ouais. Le sien, si on fabrique ses propres produits, mais aussi sinon celui de ses fournisseurs. Tu vois, à un moment, on a un produit qui a été fabriqué, alors sauf si par contre on est un gros dropshipper qui vend de la merde. Mais cette histoire du savoir-faire, c'est un élément qui est hyper important parce que ça va, comme je te l'ai dit, renforcer la valeur perçue de ton produit. Puis la confiance. Exactement, la confiance. De toute façon, notre objectif, quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, notre objectif quand on fait du marketing, c'est la confiance. C'est clair. On achète parce qu'on a confiance. Donc, de toute façon, le mot-clé de toute stratégie marketing, c'est confiance. Ouais. Il n'y en a pas d'autre. Deuxième histoire, et là, ça va au-delà du savoir-faire, ça va être la qualité des produits. Typiquement, je sais pas, la robustesse des produits. Je prends un exemple, par exemple, tu vois, les Doc Martens. Ils ont fait les chaussures Doc Martens, ils ont fait toute leur histoire, en fait, sur la robustesse du produit, tu vois. On est sur des produits à la base qui sont des chaussures de chantier, coquets, etc. Donc le côté robustesse, des produits que tu peux des chaussures que tu peux garder pendant des années, etc. C'est un élément de storytelling fort. Ouais. Tu vois? Carrément. C'est très utilisé. Tu vois, on arrive dans la rentrée scolaire là bientôt. C'est très utilisé par exemple par des marques de cartables. Tu vois, t'as une marque de cartable qui s'appelle Tans. Tu vois, je crois que ça existe toujours. Mais cette marque a beaucoup capitalisé sur la robustesse des produits. Okay. Tu vois, c'est des choses que tu trouves dans des marques de sacs à dos, ce genre de choses. Parce que si on reprend toujours l'histoire de notre client, bah c'est affreux d'acheter un cartable à son enfant, parce que ça coûte cher. C'est un vrai budget, et de le voir rentrer 2 mois après la rentrée avec son cartable ou son sac à dos foutu et déchiré. Tu vois? C'est un vrai budget et on peut souvent pas se le permettre. Donc on va souvent avoir tendance à mettre plus cher dans un produit robuste, même si en soi c'est le même produit que le produit pas robuste, tu vois. Mais il y a beaucoup de marques qui vont capitaliser sur cet élément de la robustesse. Ouais, c'est raconté différemment, quoi. Donc ouais. Exactement. Ensuite, il y a un troisième élément, c'est de valoriser la qualité des éléments qui composent mon produit. Tu vois, et typiquement, c'est ce que j'ai fait par exemple avec mes savons. Le fait de dire, bah, je vais utiliser par exemple des huiles biologiques, végétales. Tu vois, ça c'est des huiles que tu vois qui viennent de telle provenance. Donc par exemple, je vais expliquer la manière dont je sélectionne mes fournisseurs, etc. Pourquoi c'est important que pour moi mes fournisseurs aient une certaine démarche éthique, écologique, etc. Donc là, très clairement, ça a été pour moi, ça a été un élément fort de mon storytelling. Et donc c'est un vrai élément que tu peux mettre en avant. Ok, ouais, carrément. Ensuite, une quatrième manière de le faire, c'est de projeter la personne dans son job to be done. Donc, tu vois, tu sais qu'elle a une mission à accomplir. Et ça, alors faut vraiment bien le faire, hein. C'est assez couillu. Mais faut vraiment connaître sur le bout des doigts son persona. Mais tu vas vraiment directement la projeter dans une histoire dans laquelle elle est complètement réalisée. Tu vois, elle a atteint son objectif, elle a atteint tous ses rêves, tu vois. Et donc tu vas vraiment lui raconter cette histoire-là en expliquant que bah, c'est grâce au produit. Tu vois, j'ai un exemple qui me vient, mais qui n'a rien à voir avec l'emailing. Mais je te le donne quand même. Tu sais, c'était à une époque, c'était les déodorants Axe qui avaient fait ça. Tu vois, ils montraient des mecs, tu sais, pas très glorieux. Qui d'un seul coup mettaient non parce que voilà ils étaient pas très beaux, ce que tu veux, tu vois, d'un seul coup ils mettaient du déo et d'un seul coup ça devenait des espèces de stars incroyables et t'avais le déodorant qui apparaissait, tu vois, et tu vois ils tombaient toutes les filles, etc. Et ça a été vraiment un truc qui a fait décoller la marque notamment auprès d'un public jeune, tu vois. Ok, ouais. Parce qu'ils reconnaissaient encore une fois, quoi, voilà.
Bah, en fait, ils n'ont pas joué sur le produit en lui-même, qui est quand même un déodorant bas de gamme. Ouais, Ils ont plutôt joué sur le côté, t'as vu, grâce à ça, tu arrives à pécho, tu vois. Donc c'est quand même ouais, vachement ouais, bien. c'est clair. Non, non, c'est pas mal. T'as une sale gueule, mais regarde, mon gars, t'as Ouais, vu? un coup de déo et c'est bon, t'es beau gosse. Ben oui, magique. Ouais, Et elles tombent toutes dans tes bras, tu vois. Donc top, tu vois. ouais, Donc le projeter la personne dans son job to be done, c'est un truc hyper intéressant, mais à manier avec précaution parce qu'il faut vraiment bien trouver, bien connaître son persona pour aller chercher, mais vraiment vraiment la mission, tu sais, le truc ultime. C'était pas évident d'aller trouver que au-delà de pas transpirer, ouais, ce que voulait avant tout le jeune, c'était sentir bon pour pouvoir potentiellement séduire, ouais, ouais, tu vois. clairement. Ouais, Il fallait vraiment avoir une connaissance super fine de son persona. Et puis ensuite, il y a une dernière méthode que moi j'aime bien, c'est de valoriser non pas le produit, mais un service qui est lié au produit. c'est-à-dire. Je te donne je te donne un exemple. Tu vois, tu anticipes. Je te donne un exemple tout bête qui est hyper connu. C'est l'exemple du retour gratuit, par exemple, Ah pour ouais, la vente de chaussures. C'est un gros élément de storytelling en fait, qui est devenu aujourd'hui une norme. ouais, Mais à l'époque, quand ça a été lancé, tu vois, c'était des marques comme Sarenza, ce genre de choses tu vois, qui ont lancé ce genre de choses. Mais c'était hyper novateur en fait. Et on était vraiment sur un service qui était lié à l'histoire de l'utilisateur. ouais, Parce que ce qui bloquait les gens dans le fait d'acheter des chaussures, et là on est vraiment dans l'histoire individuelle du client, c'est que quand tu allais chez ton marchand de chaussures, bah en fait tu pouvais essayer différentes paires de chaussures. ouais, Et tu pouvais les essayer sur toi, donc tu te rendais forcément mieux compte que sur une photo. c'est clair. Et le fait de dire aux gens, bah écoute, tu vas pouvoir recevoir autant que tu veux, et tu garderas que celles qui te plaît. Derrière, tu les renvoies et on te les rend. Il n'y a pas de souci, on te les encaissera pas ou on te les rembourse. Et bah, ça a été vraiment l'élément qui a défoncé le marché de la chaussure. Aujourd'hui, Ouais, le marché de la chaussure, il se passe en ligne. bien sûr. Il se passe beaucoup moins en fait dans les magasins, etc. Et tu vois comme à un moment, un service, mais bien storytellé, Ouais, arrive à faire exploser en fait un marché, tu vois. ouais. Donc ça c'est typiquement un élément qui te montre la puissance du storytelling, tu vois. Donc voilà, la boîte a remarqué que les prospects avaient un frein par rapport à leur décision d'achat qui était de ne pas pouvoir essayer les chaussures et d'acheter des pompes. Quand elles arrivent, tu peux pas les renvoyer, donc tu es dégoûté, tu as une paire qui ne te va pas. Et du coup, ils ont créé une petite histoire autour de ce Bah, service pour justement ouais, tu vois, la pointure est pas la bonne parce que ça chausse trop petit, ou alors la voilà, couleur finalement elle te plaît pas, ou ouais, alors tu sais, la photo était belle mais ça te fait des pieds de merde, tu vois. Ou t'as super mal aux pieds quand tu les utilises. ouais, Bah tout ça, ils ont levé ce problème-là. ouais. En Et vu que t'as, rajoutant et vu que t'as 8 jours pour les renvoyer et que personne va te juger sur la qualité, tu sais, tu peux même les avoir portés une fois et les ouais, renvoyer, en soirée, pas de problème, tu vois. ouais, Mais pourquoi ils font ça? C'est parce que finalement la proportion de retour, elle est dérisoire par rapport à la quantité de personnes qui vont commander. c'est clair. Donc on joue juste sur l'effet de marge en fait. Finalement, le volume de vente va venir compenser la perte liée à ces retours. Ouais, Alors on est d'accord dans une démarche éthique, on est sur un gaspillage complet. Ouais, complet, mais néanmoins, c'est ce qui a permis à beaucoup de marques de chaussures en ligne d'exploser et de développer leurs ventes. ouais. Mais ils ont pas dit juste renvoyer, enfin essayer si ça va ou pas, vous pouvez les renvoyer. Comment ils sont comment ils ont réussi à tourner ça d'une manière Ah mais storytelling pour à l'époque, ils ont vraiment raconté une vraie histoire, hein. Ok, ouais, C'était vraiment, on vous comprend, tu vois, c'est super dur. Tu reçois ta paire de chaussures et elle te va pas. Et t'es ouais, bloqué, tu peux pas la renvoyer. Donc ouais, pour le coup, t'as une paire de chaussures qui te sert à rien. ouais, Chez nous, tu vas pouvoir la renvoyer et on t'en renvoie une autre jusqu'à ce que tu trouves la paire de chaussures qui te convient.
tu vois? Parce qu'on sait que c'est difficile pour toi, vu qu'on te connaît, on sait que c'est Exactement. la chose Nous, qui te fait on peur. l'a vécu aussi. Tiens, on l'a vécu. Nous aussi, on est utilisateurs de chaussures, Ouais. tu vois? Et tout Donc, ça se nous raconte. aussi. Mais oui, tout se raconte. Ouais. De toute façon, à partir de, tu sais, à partir du moment où il y a du langage, Ouais, t'as l'opportunité de raconter une histoire, hein. c'est clair. C'est clair. Non, non, mais c'est super intéressant en tout cas. Écoute, Lionel, on arrive à la fin de l'épisode. Je pose toujours trois questions. Allez, vas-y. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 3 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc, toi d'il y a 3 ans, tu faisais des savons. C'est ça, hein? Ouais, bah, je lui dirais de rien changer du tout. Ok, trop cool. Je suis très content d'avoir eu cette expérience, d'avoir eu toutes mes expériences, parce que j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences professionnelles. Et puis, bah, je suis très content de vivre l'expérience que je vis aujourd'hui. Donc ça, Excellent. Ouais, c'est top. plutôt top. Tu sais, moi, j'ai un tempérament à plutôt regarder demain qu'à me morfondre sur hier. Donc au contraire, je lui dirais, Excellent. ne change rien. C'est tout ce que tout ce que tu vas vivre dans les 3 prochaines années qui vont t'amener là où tu es. Ouais, trop bien, trop intéressant. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Alors paradoxalement, tu vois, par rapport à ce que je te disais, moi j'ai appris à plus du tout me projeter. Moi aujourd'hui j'ai un seul objectif, et on verra si je le réalise, c'est de devenir une référence dans mon domaine. Ok, Donc, ouais. alors c'est super prétentieux. Non, mais c'est bien, Euh, j'aime bien, t'es ambitieux et c'est bien d'être ambitieux, y a pas de problème. On va dire, je sais à la base que je suis bon. C'est le mec qui a les chevilles qui enflent, là. Ouais, Non, mais faut le dire à un moment. C'est bien ouais, de se non, mais oui, dire à un non, mais moment, c'est clair. voilà, moi, je sais que je suis bon. Donc, Ouais, je sais que je suis bon et je sais en même temps que je suis perfectible. ouais, Donc ça c'est pour le important coup, aussi. ben oui, je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Tu vois, Mm. tu connais bien toi Live Mentor aussi comme moi. Ouais, Moi j'apprends énormément au contact de mes collègues de travail. Tu vois, je travaille avec des gens qui sont géniaux, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, mais qui big up à Hans. bah, big up à Hans et puis à Martin Ouais, aussi. C'est mes deux collègues adorés mais qui m'apprennent tous les jours des trucs de ouf. Tu vois. ouais, grave. Et j'apprends énormément à leur contact. Donc moi aujourd'hui, voilà, je passe beaucoup de temps dans mes journées à me former, à continuer à me former. Tu vois, alors tu vas te dire, mais pourtant tu devrais être en mode cador avec toute l'expérience que tu as. Ben non, au contraire, je continue à me former en permanence. Et je crois que s'il y a un conseil que je pouvais donner à tous les gens, à tous les copywriters qui nous écoutent, c'est de continuer à se former en permanence parce C'est que clair. sinon on tourne très vite à vide. Tu sais, en Ouais, ce moment, il y a une grosse mode du ghostwriting. ouais, c'est clair. Tout le monde veut faire des posts LinkedIn. Ça Et existe plus les copywriters, maintenant il y a que des ghostwriters. mais ouais, pour le coup, c'est très pauvre en fait. Tu Ouais, vois, c'est une toute ouais, petite partie de ce magnifique métier qu'est copywriter. Et continuez à vous former, à faire des choses, à faire de l'email. Tu vois, l'email c'est pas ringard. Et si tu veux vraiment bien vivre avec ton activité de copywriter, c'est pas en faisant des posts LinkedIn que tu vas le faire, c'est en travaillant des emails, tu vois. C'est l'email qui est rémunérateur quand tu es copywriter. ouais. Si tu sais faire des bonnes séquences d'emails, tu te feras payer très cher. Et je peux te dire que je l'ai vécu. Je te dirai pas combien j'ai vendu ma séquence d'email la plus chère, mais c'était complètement indécent. Ah ouais? Et donc pour le coup, Trop ah bien. ouais, allez, je te le dis, j'ai vendu ma séquence d'email la plus chère 50 000 euros. C'est Et une pour le blague. Non, non, je l'ai vendu 50 000 euros pour 10 emails, hein. Et pour le coup, bah, je suis hyper content de l'avoir fait déjà parce que ça montre que c'est possible de gagner beaucoup d'argent avec le copywriting. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais, non, mais c'est des conneries. Non, quand tu as du talent, tu es Bien capable de sûr. le faire. Ouais, Et en même temps, ça montre que bah, moi, tu vois, j'en ai fait hein, du ghostwriting. Moi aussi, j'ai écrit des posts LinkedIn pour plein de gens, ouais. et notamment pour des gros dirigeants de grosses entreprises. Et j'ai jamais gagné autant d'argent. Donc, email. Et moi aujourd'hui, je ne travaille que ça. Tu vois, c'est le seul domaine d'expertise qui me passionne, c'est l'email en fait. Même si tu vois, comme je te disais au début, j'ai une grosse spécialisation sur les réseaux sociaux, Ouais. mais l'email est un domaine passionnant. C'est vraiment magique l'email. Je suis absolument aligné avec toi. Et tu m'as dit que tu avais une troisième question à me poser, hein. Ouais, non, la troisième, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te suivre et en apprendre plus sur toi?
Alors, comme je t'ai dit, moi je vends plus rien. Donc, moi aujourd'hui, toute mon énergie est dédiée et vouée à Live Mentor. Donc, si tu veux me suivre, il faut suivre Live Mentor. Et je suis très heureux et très fier d'y œuvrer depuis maintenant un an. Hein. Ça fait un an Vas-y. que je suis rentré chez Live Mentor. Ouais, ça passe super vite. Après, j'ai quand même, tu vois, j'ai quand même vachement envie. C'est pour ça que j'aime bien ce genre d'exercice comme celui que tu es en train de me faire vivre, parce que j'aime bien transmettre. Tu vois, je sais faire plein de choses et j'aime bien Ouais. transmettre aussi ce que je fais. Et je cherche beaucoup des moyens de transmettre aussi parce que forcément, certes, j'ai participé à plusieurs formations Live Mentor, mais j'ai aussi envie de transmettre des choses plus spécifiques, donc sur le storytelling, etc. Et donc là, en ce moment, je réfléchis à comment le faire. Donc, je réfléchis pourquoi pas une newsletter, Trop cool. justement. Donc, c'est un de mes projets. Et, donc, faut continuer à me suivre pour savoir si je lance ça à la rentrée ou non. Eh ben, Spoiler, tu vois. ouais, je mettrai tout ça, ton LinkedIn et puis le lien vers tes réseaux sociaux dans la description du podcast. Avec plaisir. Ok Lionel, bon écoute, merci beaucoup, c'était ultra riche ouais non, c'était top. Et tu reviens quand tu veux, d'accord? Eh ben, merci à toi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci, Super, Steve. merci Lionel. Allez, à plus, ciao ciao. Bye.